Bonjour à tous, vous m'entendez? Test 1, 2, parfait. Alors, tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour écouter ce talk sur le front-end first. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qui, je pense, intéresse beaucoup de développeurs back-end. Et si au final, on n'aurait plus besoin d'eux, et est-ce qu'ils vont devoir se reconvertir en vibe coder, prompt engineer, prompt execution ou autre poste trendy? Ce talk va être présenté par moi, bonjour, Amir Gaouzi, et Nassim Yagoub. On est deux collègues travaillant en tant que développeurs full stack chez GoJob. GoJob, c'est une agence d'intérim digitale, et pour vous donner un ordre d'idée du volume qu'on a à traiter, on est plus de 40 personnes au sein de la tech, et on est plus d'1 million d'utilisateurs sur l'application. Avant d'expliquer ce qu'est le front-end first, on va essayer de mettre en contexte quels ont été les motifs qui ont poussé à développer cette approche, en prenant en exemple un cycle de développement classique, lorsqu'on veut débuter un projet. Tout dans un premier temps, on va commencer à définir des concepts métiers. C'est souvent l'EPM ou l'UX designer. Ensuite, on va venir traduire ces concepts métiers par une maquette Figma, souvent par l'UX designer. Et ensuite, une fois que cette maquette a été designée dans un premier jet, on va venir la challenger. On va la transmettre aux PM et aux utilisateurs pour venir recevoir des feedbacks. Il peut y avoir un nombre indéterminé d'itérations entre le moment où on définit notre V0 de maquette et les retours utilisateurs. Et ce qui fait que les développeurs rejoignent le processus généralement à la fin, lorsque la maquette est validée. Et là, ça pose un problème que je pense sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré, c'est que les développeurs rejoignent un projet souvent à la fin et ils doivent développer, ils arrivent trop tard et ils doivent développer quelque chose qu'ils n'ont pas challengé dès la conception. Et ça arrive à des moments parfois frustrants où on exécute des tâches à contre-cœur. Alors la question, c'est comment améliorer ce flow? Alors c'est le but du front-end first. Pour définir rapidement ce que c'est le front-end first, c'est démarrer par une maquette, une interface fonctionnelle et interactive avant de développer toute la logique back-end, pour pouvoir valider rapidement les concepts métiers. Donc cette maquette, elle va avoir différentes caractéristiques. Un comportement interactif, on va pouvoir avoir les modales, les toggles et autres. On va pouvoir avoir une navigation réelle entre les écrans et ensuite avoir des éléments dynamiques simulés. Donc par exemple, lorsque chez GoJob, on a dû concevoir un système de messagerie, on a fourni aux utilisateurs une maquette interactive où ils pouvaient envoyer des SMS fictivement et naviguer entre les différents channels pour voir si la maquette correspond à leurs attentes. Bon, maintenant qu'on a défini le front-end first et essayé de mettre en contexte, pourquoi utiliser cette méthode? C'est ce que Nassim va essayer de répondre. Tout à fait. Alors, pourquoi le front-end first? Il y a des avantages pour différentes facettes d'un projet. J'ai commencé par parler des avantages pour l'équipe front-end. Alors ici, je parle d'équipe front-end, mais ce n'est pas forcément une équipe séparée de l'équipe back-end. Ça peut être la même équipe, ça peut être les mêmes personnes. À GoJob, d'ailleurs, c'est les mêmes personnes. L'avantage principal, ça va être l'indépendance envers le back-end. Ce qui veut dire qu'on peut développer le produit sans avoir développé le back-end en amont, ou en étant en avance de phase sur le back-end. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre pour créer des interfaces, pour obtenir un retour, pour itérer et obtenir la validation d'un concept métier. Ça permet aussi d'avoir un rôle simplifié, parce que côté front-end, on ne va plus avoir besoin de subir des spécificités de l'API dans nos interfaces, parce qu'on va limiter la surface d'intégration de l'API. On va expliquer ça en détail plus tard, mais globalement, les calls API seront faits dans des endroits qui ne seront pas directement connectés aux composants front-end. Maintenant, les avantages pour les devs back-end. Est-ce qu'il y en a aussi? L'avantage principal, cette fois, ça va être qu'il n'y aura pas de changement de contrat interface ou peu de changements de contrat interface autour d'une même itération. Parce qu'il y aura les itérations front-end produit qui vont tourner. Une fois que c'est terminé, on aura validé le concept métier et on saura ce qu'on va devoir exposer. Le contrat interface va donc être défini une seule fois par feature et on n'aura pas à le modifier à longueur de journée pour des choses qu'on aurait pu anticiper. Un autre avantage, c'est qu'on n'a pas de surprise lors de l'intégration des endpoints. Ça va dépendre aussi d'à quel point l'équipe front-end a bien fait son travail, à quel point ils ont moqué les edge cases, mais ils peuvent déterminer en amont quel est le rendu UI. Si par exemple il y a 1000 conversations, s'il y en a 0, si une conversation avec 1000 messages, on peut préparer tout ça, ce qui fait qu'une fois qu'on intègre les vrais API, on sait à quoi s'attendre, on n'aura aucune surprise. Maintenant, une vision un peu plus haut niveau, donc au niveau du projet en général.
À gauche, c'est des choses qui peuvent arriver dans un projet qui n'est pas front-end first et qui devrait peut-être l'être. On peut avoir une déconnexion entre les équipes produits et dev, et cette déconnexion est due au fait que les devs peuvent arriver trop tard dans le process, ou peut être due au fait que les cycles itératifs sont trop longs. Pourquoi c'est long? Parce que dès qu'on a une nouvelle chose à faire dans le produit, on se retrouve avec les développeurs back-end qui vont commencer à travailler dessus. Il y aura des migrations, il y aura des changements d'interface entre le back-end et le front-end. Puis côté front-end, on va s'adapter à ces changements, on va adapter ça dans les composants. Donc le cycle itératif va être très long. Et comme il est très long, on peut en faire moins. Comme on peut en faire moins, on va manquer de confiance dans la release du produit. Parce qu'on n'aura pas itéré autant qu'on veut sur l'expérience utilisateur. Le même projet, maintenant en front-end first, on a les besoins métiers qui vont façonner le produit à travers un ajustement de l'interface en baby steps. On peut faire des toutes petites modifications très rapides, ce qui fait que le produit va être testé, amélioré et va être validé cette fois avant la release. Et donc là, on a vu les avantages théoriques, mais on va maintenant vous montrer un cas d'usage réel où le front-end first nous a permis de résoudre un problème métier. Dans un premier temps, lorsqu'on a voulu développer ce système de messaging qui vient regrouper, centraliser toutes les conversations entre des commerciaux et un intérimaire, il y avait une feature qui permettait de, lorsque l'on était dans une conversation donnée, pouvoir répondre avec un numéro qui était différent. Lorsqu'en front-end first, on a développé cette feature, on s'est rendu compte qu'elle était incohérente et puis même qu'elle n'était pas utile. Et donc ce feedback nous a permis de ne pas développer toute la logique back-end et modifier notre infrastructure pour résoudre ce problème qui finalement aurait fini par disparaître. Et maintenant que vous savez ce que c'est, vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça à GoJob pour rendre l'approche plutôt efficace. Tout d'abord, le challenge. Ce qu'on a envie, c'est de développer avant d'avoir le back-end disponible ou en étant en avance de phase sur le back-end, c'est-à-dire des features qui ne sont pas encore prêtes de ce côté-là. Pour ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va être obligé de mettre de la fausse donnée dans nos composants. Cette fausse donnée, ça peut être tout simplement du texte écrit en brut dans les composants. Ça permet d'avoir un premier rendu, ça permettra d'itérer. Et une fois qu'on va valider notre concept métier, on va avoir besoin de remplacer ça par de la vraie donnée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout jeter tout le fake quand on implémentera les vrais services plus tard. Alors pourquoi ça, c'est pas optimal? C'est pas optimal tout simplement parce qu'on a passé pas mal de temps de dev à développer des choses qui vont juste être jetées. Donc c'est du temps qui est plus ou moins perdu. C'est pas idéal parce qu'on ne garde pas d'avantage d'avoir ces fakes-là. Et c'est aussi pas idéal parce que le jour où on doit développer une nouvelle feature, on va remettre de la fausse donnée à côté de vraies données. C'est le chaos, on ne sait plus ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est une façon d'alterner entre une implémentation fausse et une implémentation réelle. Parce que le challenge dans le front-end first, c'est pas tant de créer de la fausse donnée, ça va être de pouvoir switcher efficacement entre fausses données et données réelles. Et heureusement, on a une solution toute simple pour ça, qui s'appelle l'inversion de dépendance. C'est un concept que vous connaissez sûrement dans le cadre d'applications back-end, mais dans le front-end, c'est peut-être nouveau pour vous, peut-être pas, mais je vais vous montrer comment on fait ça à GoJob. Alors, nos produits front-end, ça va être du React, donc on développe en TypeScript. Et pour l'inversion de dépendance, on va utiliser cette librairie. Donc ce n'est pas les Illuminati, ça s'appelle Inversify, et c'est un Inversion of Control Container pour JavaScript et TypeScript. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une librairie qui fait de l'inversion de dépendance. Les composants, on les appelait directement des services, comme on présentait avant, on va appeler les interfaces. Et ça va être le container qui va décider de quelle implémentation utiliser. Est-ce qu'on utilise une vraie implémentation? Est-ce qu'on utilise un fake? Est-ce qu'on utilise une autre vraie implémentation? On ne s'en soucie pas dans les composants. Et à quoi ça ressemble en pratique? Alors là, on a un projet en React. Nos React Components vont parler à différents stores. Donc là, c'est le Conversation Store qui va être une classe abstraite. Ce Conversation Store définit un contrat d'interface et ça définit des méthodes abstraites qui sont par exemple récupérer une conversation par l'ID, envoyer un message d'une conversation ou mettre un emoji React et un message, ça peut être n'importe quoi qui est lié à des conversations. Ensuite, on a notre Fake Conversation Store qui va implémenter ce Conversation Store. Et l'idée, c'est de simuler grossièrement ce qui va se passer en back-end. Simuler avec une implémentation in-memory la logique va être toute simple, ça va être par exemple, si j'envoie un message dans une conversation, puis que je récupère la conversation, je vais voir mon nouveau message. Ça simule grossièrement ce qu'on veut. C'est assez précis quand même pour nous permettre d'itérer sur nos composants,
et d'obtenir notre validation du concept métier, qui est la chose qu'on essaie d'aller chercher le plus vite possible. C'est vraiment le cœur de l'approche. Une fois qu'on a ça, on sait ce qu'on veut dans l'interface, on peut enfin définir nos implémentations back-end. Donc là, on a notre API Conversation Store, qui va être une implémentation du Conversation Store, qui fera des vrais appels API au back-end, qui pourra être développé en parallèle ou après, peu importe. Mais c'est ici qu'on a notre surface d'intégration de notre API. L'idée, c'est que comme il correspond aux mêmes contraintes d'interface, on peut juste les échanger. Et c'est ça le switch magique. C'est quand on change une seule ligne de configuration, on n'a aucun code à jeter, on n'a aucun refactoring, il n'y a aucun risque tant qu'on respecte le contrat interface, et on passe de données fausses à vraies données. Et c'est toujours le moment le plus plaisant du projet, parce qu'on s'attend à ce que ça casse, et ça ne casse pas. Donc, je vous ai surtout parlé des bénéfices court terme au moment de développer une feature, mais vous demandez peut-être pourquoi on fait autant d'efforts pour garder cette couche d'abstraction, pour garder cette fake class qui au final ne sert à rien, elle ne sera jamais en production. Alors, elle a une utilité et il y a des bénéfices long terme à cette approche-là. Le premier, c'est que, comme on a vu, on peut alterner entre fake implémentation et vraie implémentation. On peut aussi alterner entre plusieurs vraies implémentations, ce qui va ouvrir la porte à du A/B testing ou à des feature flags, qui sont des outils plutôt puissants. Maintenant, l'intérêt de garder notre fake Conversation Store, c'est pour améliorer les tests. Ça va nous permettre de tester la UI en simulant des comportements d'API qui soient pseudo-réalistes. Ça permet d'avoir une couverture de test qui est plus large et plus pertinente. Donc, Amine vous expliquera un peu en détail pourquoi. Et le dernier avantage, c'est qu'on peut développer la UI sans Internet. Donc, que vous soyez dans le train, dans l'avion, même en Espagne pendant une panne de courant, vous pourrez développer sans problème votre UI. Et maintenant, on va vous parler de testing. On va vous parler de testing. On va voir comment le front-end first nous permet de faciliter le TDD. On va prendre un flow nominal pour voir comment on vient développer une feature en temps normal. Ce n'est pas forcément ce que l'on préconise, ce n'est pas forcément ce que l'on veut, mais c'est la réalité du terrain. Lorsqu'on veut développer une feature, on va commencer par développer le back-end. Ensuite, on va venir faire le front-end. Et s'il nous reste du temps dans notre sprint ou notre initiative, on va venir ajouter des tests. Mais finalement, tester devient un détail et on n'est plus drivé par les tests. Alors qu'avec l'approche front-end first, on peut, en commençant par le front, on peut développer nos composants en TDD en utilisant les fakes et ensuite développer le back-end. Et par la suite, grâce au fameux switch d'implémentation magique, l'inversion de dépendance, on va pouvoir conserver tout le code. Et donc là, tester, on est bien drivé par le test et donc ce n'est plus un détail d'implémentation. Un autre problème du testing front-end, c'est comment tester sans une véritable API. Une réponse intuitive qui peut nous arriver, c'est ne pas tester. À recommander, ou à ne pas recommander, là n'est pas la question. La seconde, ça serait de tout moquer manuellement et ça a ses avantages, ses inconvénients, qu'on va voir plus tard. Mais le plus grand, c'est que ça devient un cauchemar de maintenance. Et pour finir, on peut écrire des tests qui dépendent de services externes. Donc, on commence à développer, et puis ensuite, on attend que l'API soit prête pour pouvoir tester. Donc, dans ces trois cas, là aussi, tester devient un détail, et le développement n'est pas test-driven. On va maintenant comparer les différentes méthodes pour tester dans le front, pour tester le front-end. La première, ça serait de directement utiliser l'API. Sauf que ça ralentit les tests, et ça a des gros problèmes de stabilité et d'isolation. Par exemple, si notre application back-end est down, on ne veut pas que toutes nos pipelines du front-end ne passent plus. Ensuite, on peut utiliser des mocks. Contrairement à l'API, il y a une forte isolation des tests, mais le problème, c'est qu'il y a une maintenance difficile. Comme on vient simuler la réponse de l'API, à chaque fois qu'on va venir modifier cette API, on va devoir modifier dans chaque fichier de test la réponse de l'API. Et donc, pour des projets petits, c'est acceptable, mais sur de très grands projets, on peut vraiment avoir des gros problèmes de maintenance. Et contrairement à l'approche front-end first, qui là aussi facilite la simulation des cas limites, elle est plus facile à maintenir, car on ne vient pas simuler la réponse de l'API, mais on vient simuler le comportement de l'API. Et donc, une modification ne va pas être répercutée sur tous les fichiers de test, la réponse de l'API, mais uniquement sur le composant qui permet d'implémenter cette API. Et donc, le front-end first permet d'avoir une couverture de test plus large, en prenant en compte les edge cases. Ça devient plus simple de tester nos erreurs réseau, d'avoir des réponses lentes ou des données mal formées. On sait comment notre front-end va réagir. Ensuite, on peut aussi
faire varier nos données en venant setuper nos composants d'une manière différente. Avoir des listes vides, un énorme dataset, des caractères spéciaux et autres. Donc là, ça peut nous être utile, par exemple, pour nos conversations, de voir comment notre UI va réagir quand on va avoir un volume énorme de conversations. Ou la pagination, lorsqu'on met en place un système de table. Et pour finir, ça nous permet d'avoir des scénarios d'erreur, de reproduire n'importe quel scénario d'erreur, car là, j'insiste sur le point, on ne vient pas simuler la réponse de l'API, mais le comportement de l'API. Donc on peut reproduire n'importe quel scénario d'erreur. Et donc, pour finir... Donc, maintenant qu'on vous a expliqué ce que c'est et que vous avez envie d'en mettre dans tous vos projets, c'est le moment de mettre le petit warning, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Alors, ça ne va pas forcément nuire à votre projet pour autant si c'est un mauvais contexte, mais le overhead, le fait d'ajouter une nouvelle abstraction, n'aura pas forcément de valeur, ça ne vaudra pas forcément le coup. Ces contextes-là, c'est par exemple si le back-end est au cœur de la valeur ajoutée. Donc évidemment, si votre application, c'est là qu'elle tire le maximum de sa valeur, et si le front-end, c'est la visualisation assez simple, eh ben, on n'a pas envie d'itérer trop vite sur le front-end, de mettre trop de logique dedans, parce que ça n'apportera pas une valeur incroyable. Maintenant, des fois, votre projet peut être adapté, mais l'équipe ne l'est pas, dans le sens où il faut une équipe qui ait pas mal d'appétence front-end. Il faut des devs qui aient envie de commencer par le front-end, qui aient envie de passer pas mal de temps dans le front-end, qui ont envie d'itérer là-dessus, et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas un bon match. Maintenant, dernier cas, si l'application est toute simple, en gros, si vous savez où vous allez atterrir avant même d'itérer, si les concepts métiers sont déjà validés, c'est peut-être un peu lourd. Enfin, pas besoin de commencer par le front-end, mais l'inversion de dépendance a quand même pas mal de bénéfices. On arrive maintenant au projet adapté. Alors le mieux, c'est vraiment quand vous avez un nouveau produit. Pourquoi? Parce que dans un nouveau produit, le product market fit va être incertain, surtout s'il est user-facing. On aura besoin de beaucoup itérer et d'itérer vite, spécifiquement sur l'UX. Et on a souvent des deadlines et des contraintes, parce que quand on sort un projet, un produit, on a une date de release, et ça permet d'être sûr de ce qu'on sort à ce moment-là. Les applications à l'UX critique, parce que cette approche est quand même centrée sur itérer sur l'UX et très orientée utilisateur. Donc dans ce cas-là, ça a beaucoup de valeur. Et ensuite, on est plutôt sur une nécessité, qui est d'avoir les PM, designers et même si possible les utilisateurs finaux intégrés aux itérations, parce que c'est eux qui vont apporter la connaissance métier. Ça va être ce qu'on pourrait appeler des domain experts, et c'est eux qui vont nous permettre de valider ces concepts rapidement. Voilà le type de projet dans lequel le front-end first va être particulièrement intéressant. Merci pour votre écoute et pour répondre à la question initiale du talk. On n'a plus besoin de développeurs back-end jusqu'à qu'on ait besoin d'eux.